Bonjour Monsieur Bernard Ourcade, bienvenue à Sciences Po Lille. Nous sommes ravis de vous recevoir pour une interview vidéo pour l'association Maïdan. Donc c'est l'association Moyen-Orient de Sciences Po Lille. Donc on s'efforce d'amener des sujets auprès des étudiants de Sciences Po dans divers domaines, donc culturels, géopolitiques. Et on a pour ça recours à différentes activités, donc des conférences en premier lieu, qui sont du coup compliquées à cause du Covid, mais également des projections de films, des ateliers, des interviews comme aujourd'hui. Voilà, donc on s'efforce de diversifier un petit peu les formats. Pour l'interview d'aujourd'hui, on vous propose 4 à 5 questions auxquelles vous aurez le temps de répondre en environ quelques minutes, 5 minutes à votre convenance. Donc je vais laisser la parole à Camille pour la suite. Oui. Alors avant toute chose, est-ce que vous pouvez vous présenter assez brièvement et décrire les grandes lignes de votre parcours pour ceux qui vous connaîtraient peu ou pas? Alors, je suis Bernard Ourcade, je suis géographe. J'étais formé à Bordeaux dans les années 60, il y a des siècles. Et je suis arrivé par hasard en Iran en 70-72 comme coopérant. Et j'ai commencé à découvrir ce pays, attraper le virus, qui est pire que le Covid-29, parce qu'il n'y a pas d'antibiotiques ni de vaccins. Et j'y suis retourné en 78 pour diriger l'Institut français de recherche en Iran au moment de la Révolution. Le Shah était encore là, donc j'ai vu le début de la chute du Shah, les grandes manifestations, la Révolution, puis ensuite sur place la guerre Irak-Iran, avec toutes les difficultés qu'il y avait. Et donc mes travaux qui consistaient à travailler sur la géographie pastorale de l'Alborz, des questions de géographie rurale, ont muté vers des questions de société et politique, de géographie et politique. Pourquoi cette révolution arrive, qu'on ne la voyait pas, et donc d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc depuis cette époque-là, je suis retourné en France, au CNRS à ce moment-là. J'ai pu créer l'équipe de recherche Monde iranien, qui regroupait un peu tous les chercheurs qui, à Paris, travaillaient sur l'Iran de l'Antiquité à nos jours. Et donc nous étions à ce moment-là presque une trentaine de chercheurs qui, depuis Darius jusqu'à Khomeini, avaient une compétence au niveau international, pour essayer de faire quelque chose sur l'Iran et essayer de comprendre avec des informations multiscalaires et pas simplement chacun son point de vue. Et cela donc jusqu'à maintenant, où je suis à la retraite depuis quelques années, et j'ai le plaisir de participer à des réunions avec des étudiants de temps en temps. Avec grand plaisir. Alors on va commencer par le dossier, donc les conflits qui ont repris un petit peu ces dernières semaines entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui sont donc deux pays frontaliers de l'Iran. Et donc la République mène une diplomatie qu'on pourrait peut-être qualifier d'ambivalente ou de discrète. Il y a un obus là, il y a quelques jours, qui a touché un village, et il y a même eu un vieil homme iranien qui est mort. Et étonnamment, la République n'a accusé personne, alors qu'elle est très prompte à le faire habituellement. On peut évoquer également la minorité azérie au nord-ouest. Donc, quelle est votre vision sur ce sujet? Est-ce que la République craint cette minorité ou un embrasement? Est-ce que vous pouvez nous apporter votre éclairage sur ce sujet? Vous avez mis le doigt sur la question principale, c'est que l'Azerbaïdjan est une région géographique qui a été occupée par les tsars russes au XIXe siècle, qui ont pris Bakou, qui ont pris la Géorgie aussi, qui ont pris tout le nord de l'Azerbaïdjan actuel. L'Arménie actuelle a été occupée par les tsars donc, dans les années 1830-1850. Et pour l'Iran, ça a été une partie de leur empire qui a été coupée. Mais l'essentiel du territoire azéri, les Azéris, ce sont des Iraniens qui ont une culture iranienne, mais qui parlent turc parce qu'ils ont été turcisés, si vous voulez. Mais leur culture est iranienne. Et donc la partie la plus importante, finalement, des Azéris habite en Iran actuellement. Et l'Empire russe n'a pas fini de la conquête, en quelque sorte. Et donc, pour l'Iran, l'existence d'une population coupée en deux est un grave problème. Cela dit, les Azéris sont le cœur de l'Iran. Les Shahs d'Iran étaient turcophones, les Qadjars, et avant eux aussi. Et donc, le prince héritier habitait à Tabriz. Et quand il devenait Shah, il venait de Tabriz avec sa cour, ses soldats, son armée, ses femmes, etc., et habitait Téhéran. Ce qui fait que Téhéran est aujourd'hui une ville azérie. Les élites sont azéries, l'armée est azérie, l'université est azérie. Les commerçants du bazar, les meilleurs, sont azéris, parce que c'était la bourgeoisie de l'époque. Cela dit, en arrivant à Téhéran, ils parlaient aussi persan, qui était la langue véhiculaire de tout le monde. Et donc les Azéris ont une place importante dans cette histoire, mais aussi contemporaine. C'est en 1905, à Tabriz, capitale de l'Azerbaïdjan iranien, que la révolution constitutionnaliste s'est faite. Et que donc la révolution moderne de l'Iran s'est faite aussi avec des Azéris, qui adoraient leur région, de parler turc, mais ils étaient aussi la volonté de gouverner l'Iran dans son ensemble. Et donc, il faut bien voir les questions d'échelle. Je fais la géographie dans ces questions d'échelle. Il y a d'un côté l'enjeu de l'Iran, pays pétrolier, pays majeur, pays important dans le Moyen-Orient, et une population importante qui tient à son identité,
mais qui est aussi à la tête du pouvoir. Le guide lui-même est azéri. Et donc, il y a des échelles différentes. Et en Iran, il y a beaucoup de jeux de mots très hostiles aux Turcs, comme on dit. Ils sont peut-être fous, mais ils ne sont pas idiots. Quand vous dirigez un pays qui possède le pétrole, qui possède l'ensemble de l'Iran, on ne va pas demander l'indépendance de l'Azerbaïdjan. Cela dit, à la République islamique en 1979, qui est juste au moment de la chute de l'Empire soviétique aussi, la nouvelle République d'Azerbaïdjan, Bakou, a dit je vais réunifier l'Azerbaïdjan. Volonté impérialiste de retrouver tout le peuple azéri qui n'a jamais eu de république indépendante. Et donc la République islamique est très opposée à cette mainmise, cette volonté de mainmise de Bakou sur l'Azerbaïdjan iranien. C'est bien légitime. Et donc, quand le conflit a éclaté entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les Iraniens ont évidemment soutenu les Arméniens contre les Azéris pour dire aux Azéris ne venez pas voir ce qui se passe chez nous, la frontière elle est là, n'y touchez pas, et si vous vous embêtez, j'ai moyen de vous faire du mal par l'Arménie. Et ce qui fait que l'Iran, et cet exemple-là est très important dans la politique iranienne, de montrer que l'Iran n'intervient que rarement directement dans les terrains des autres, mais cherche toujours des alliés locaux, chrétiens, chiites, ou n'importe qui, peu importe, des alliés locaux qui vont faire le travail à sa place. Et donc aujourd'hui, les choses ont évolué. Bakou et Téhéran ont fait un cessez-le-feu, s'entendent bien, et Téhéran a besoin de Bakou, grand pays pétrolier, pays aussi avec la Russie qui est voisine. Donc, pas question du problème avec les Azéris. Mais l'Arménie est aussi un élément très important. Et donc, ils essaient de maintenir un équilibre entre les deux. Ce n'est pas une politique de fermeture des yeux, c'est une politique judicieuse. La diplomatie iranienne est une diplomatie subtile, et les Iraniens ne veulent pas jouer l'un contre l'autre parce qu'ils en feraient les frais. Donc, ils sont subtilement, en bon persan, aptes à trouver des solutions de compromis. Merci beaucoup. Une question maintenant plutôt politique intérieure avec la libération récente de Fariba Abdelhak et Roland Marchal notamment. Donc pour revenir sur l'histoire de Fariba, c'est une anthropologue, une directrice de recherche à Sciences Po Paris notamment, qui a été emprisonnée il y a 1 an en Iran pour propagande contre le système politique de la République islamique et collusion en vue d'attenter à la sûreté nationale. Vous avez écrit un article notamment au sein d'un ouvrage dédié à ces chercheurs et aux chercheurs en péril plus généralement. Et vous mettez en avant la nécessité de plus de cohésion, d'indépendance et de solidarité de la recherche scientifique face au pouvoir public. Mais comment cela est-il concrètement possible en Iran et qu'est-ce qui pourrait améliorer le statut des chercheurs ? C'est une vraie question, parce que alors que je vous parle, Fariba, certes, a été autorisée à rentrer chez elle avec un bracelet électronique. Elle a pris pour 10 ans de prison, ça n'a pas de sens. Et j'aurais pu, n'importe qui d'autre, aurait pu être en prison à sa place. Ce n'est pas la première fois que ça existe. Parce qu'effectivement, la République islamique est une république, mais ce n'est pas encore une démocratie, on en parlera peut-être. Et donc, ils n'aiment pas, en général, les services de sécurité ne comprennent pas exactement ce qu'est la science. Pourquoi est-ce qu'en France, on fait une conférence sur l'Iran ? Ça ne vous regarde pas, fait une conférence sur la France, vous n'avez pas besoin de voir ce qui se passe chez les voisins. Et ils ne comprennent pas qu'il y a effectivement des conférences sur l'Iran, mais sur le Brésil, l'Antarctique, l'Autriche, les États-Unis ou d'autres pays du monde. Certains l'ont compris, beaucoup ne le comprennent pas. Et donc, dès qu'un chercheur en sciences sociales commence à voir ce qui se passe dans l'Iran, il s'imagine que c'est évidemment pour mieux attaquer l'Iran. Mais on dit non, au contraire, c'est mieux faire comprendre l'Iran dans notre pays, en France par exemple, pour que les relations soient plus... le dialogue soit possible. Ceci n'est pas compris. Et donc, il y a des chercheurs qui sont arrêtés. Moi-même, je suis interdit de séjour en Iran. D'un côté, beaucoup de collègues d'universitaires ou d'hommes politiques iraniens soutiennent le travail que je peux faire pour essayer de rationaliser le discours sur l'Iran. D'autres disent non, fondamentalement, tous ces chercheurs sont des gens qui travaillent pour l'ennemi de la République islamique et donc il faut les bloquer. L'Iran n'est pas spécifique. L'Égypte c'est pareil, l'Algérie c'est pareil, combien de pays au monde bloquent les recherches en sciences sociales. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est aussi la solidarité des universitaires. Les diplomates, ils ont un statut de diplomate qui fait que partout ils sont protégés. Les militaires ont la convention sur les armements de Genève, la Croix-Rouge existe, on la respecte. Nous autres, les businessmen ont aussi une logique. Ils ont une puissance, ils ont de l'argent et ont un certain sauf-conduit. On les met rarement en prison. On les expulse, mais c'est vite fait. Nous, universitaires, on n'a pas beaucoup de moyens. Et notre solidarité, disant je suis un professeur d'université à Lille, bon, ça n'impressionne personne. Et donc, il n'y a pas. Et l'UNESCO va protéger les bâtiments, et très mieux, mais ne va pas protéger les historiens ou archéologues qui ont mis en valeur ce bâtiment.
Et donc il y a une contradiction. Pas une contradiction parce que l'UNESCO prévoit la défense des chercheurs et la liberté de la recherche. Ça, c'est inscrit dans les textes. Mais concrètement, ce n'est pas le cas. Quand un chercheur est arrêté, on aurait pu s'attendre à ce que l'UNESCO, et non pas le gouvernement français, l'UNESCO proteste un chercheur irano-français ou bien américain ou chinois, peu importe, est arrêté. En tant que défenseur de la science, moi, UNESCO, je proteste. Ce n'est pas le cas. Par ailleurs, il faut bien le dire, entre collègues, ils me disent, bon, écoute, tu ne peux pas aller en Iran, mais tu as bien cherché. Tu n'as qu'à travailler sur un autre sujet que ces questions-là. Enfin, moi, je fais de la géographie. Quand je fais une carte, je vois en rouge les trucs négatifs, en bleu les trucs positifs. Je fais la carte de l'alphabétisation en Iran. Dans quel département on est bien alphabétisé ou moins alphabétisé. J'exprime cela de façon la plus claire. Oui, mais enfin, tu soulèves des problèmes qui sont... Travailler sur quoi? On ne doit travailler que sur des questions d'antiquité ou d'histoire de l'art. Et on sait même que dans l'Antiquité, les archéologues, j'en connais qui travaillent sur l'Ouzbékistan, le Kazakhstan notamment, il faut montrer que Tamerlan était un Kazakh, était indigène, ne venait pas du tout de l'Est, donc réinventer une archéologie, leur découverte, dit non, cette découverte-là n'est pas bonne, vous faites une erreur, monsieur. Bon. Donc il faut aussi comprendre qu'il faut un minimum de solidarité entre disciplines. Il n'y a pas que les sciences exactes qui disent, mais les sciences humaines, on n'en tient pas compte. Et cette solidarité interuniversitaire, je crois importante aujourd'hui, plus que jadis, parce que, on en parlera tout à l'heure dans le débat, la science, finalement, est le seul terrain commun à un peu tous les peuples du monde. On a toutes des langues différentes, des histoires différentes, alors au niveau de l'héritage, on peut multiplier les fractures. Cela dit, et Internet, les réseaux sociaux ne sont qu'un élément de cela, on parle tous un peu le même langage. Les mathématiques sont internationales. Les médailles Fields de mathématiques ont été données à des Iraniens et des Iraniennes. Donc, c'est par la science que l'on pourra trouver une communauté internationale à l'avenir. Et la station orbitale internationale est internationale. Il y a des Chinois, il y a des Russes, des Américains, des Français, des Italiens, des Arabes qui vont de la station internationale. Et c'est ça l'avenir. Et donc, mais c'est un long chemin pour que, effectivement, la communauté universitaire soit un peu plus solidaire et comprenne qu'elle doit se défendre, ou elle doit plutôt montrer ses valeurs pour s'imposer vis-à-vis de pouvoirs politiques qui sont d'une autre époque. Mais ça, c'est un long combat. Merci. Alors, les chercheurs ne sont pas les seuls visés par la censure du régime iranien. Certains artistes, comme les réalisateurs ou les producteurs de cinéma, par exemple, le sont aussi. À la lumière de la notoriété internationale d'Abbas Kiarostami ou de films comme Yalda, La nuit du pardon, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film de Massoud Bakshi qui révèle notamment les réalités d'une justice qui devient spectacle à travers certaines émissions. Ces émissions ont notamment été arrêtées suite à la parution de ce film au cinéma. Donc selon vous, quel rôle peut avoir le cinéma iranien dans les changements sociétaux en Iran? Alors le cinéma iranien est un très bon exemple justement de la symbiose entre l'anthropologie fondée sur le passé de l'Iran, la culture traditionnelle iranienne, et des modes d'expression plus dynamiques. À l'époque du Shah, un certain nombre de jeunes iraniens sont allés se former à l'IDEC en France, l'école de cinéma, qui était une très bonne école de cinéma qui a formé toute la nouvelle vague en France, etc. Et ils sont allés en Iran. 3 ou 4 d'entre eux étaient en Iran. Et ont formé les premiers cinéastes qui, à la fois, étaient imprégnés de l'histoire de l'Iran. Les Iraniens sont très nationalistes. Et donc, de l'histoire du petit peuple iranien, des gens ordinaires, et donc de la culture populaire. Et avec la musique qui était populaire, avec leur façon de s'habiller, leur accent un peu de paysan, de plouc. Bon. Mais ils s'intéressaient à cela, mais confrontés à l'Iran moderne des années 60-70. Et donc les cinéastes ont montré justement ces contradictions très banales entre un héritage culturel et puis les dynamiques contemporaines. Mais ces cinéastes ont été arrêtés à l'époque du Shah. Les premiers films qui ont été faits ont dit pourquoi vous faites le premier, c'était le sud de la ville, Junub Eshar, qui a été fait par Farrokh Ghaffari, qui est descendant d'une grande famille aristocratique d'artistes iraniens. Et Farrokh Ghaffari, qui est décédé il y a une dizaine d'années ici, en France, hélas, son film a été interdit parce que le sud de la ville, c'est le sud populaire de Téhéran. Comment faire un film sur le sud de Téhéran? En fait, un film sur le nord de Téhéran, les beaux quartiers, les belles maisons, les beaux villas, le palais du Shah. Il dit non, je montrais le sud pour montrer comment ce sud existait et comment il est en train de monter vers le nord, de se transformer, etc. Pas question de voir cela. Autre film important, Gov, la vache. La vache montrait, c'est un film remarquable, montrant un paysan d'un village anonyme d'Iran qui avait une vache. Il n'est pas très riche, mais il a une vache. Sa vache, pour lui, c'était magnifique. Il l'a achetée, il lui donne du lait. Vraiment, il est amoureux de sa vache, il la protège, etc.
Et malheureusement, quelqu'un voulait prendre sa vache. Et donc il y a toute une dramaturgie autour de cette paysan et de sa vache. Le film est extrêmement fort pour montrer justement la vie dans un village et les drames personnels d'un personnage qui veut essayer de sortir de là où il est. Le film a été interdit. On ne peut pas montrer les campagnes, il faut montrer des tracteurs. Donc cette tradition a continué après la République islamique, avec non seulement les gens qui voulaient ne montrer que l'Iran beau, mais l'Iran qui voulait montrer uniquement les gens qui voulaient montrer l'Iran islamique. Donc tout ce qui n'était pas islamique était éliminé, évidemment. Et donc cela a maintenu la censure, mais les gens étaient habitués. Et c'est là que la guerre Irak-Iran est arrivée. La guerre Irak-Iran a été un tremplin pour les cinéastes. Pourquoi ? Parce que comme on ne pouvait faire que des films de propagande sur la guerre victorieuse de l'islam contre les infidèles et les Irakiens, les cinéastes, les jeunes cinéastes, ils ont pris leur caméra, ils sont allés faire des films de guerre, montrant les combats. Mais ils ont appris à faire des films, à faire de vrais films, techniquement parlant. Et c'est mon collègue et ami Agnès de Victor qui a bien analysé ça, comment les cinéastes de guerre, après la guerre, ont continué à faire des films, mais comme ils étaient dans le système protégés par les institutions de la République islamique, très islamique, propagande islamique, ils étaient payés par eux. Ils ont continué à faire des films dans ces mêmes institutions, et le directeur de ce centre était quelqu'un de très intelligent qui a protégé ces cinéastes. Lui-même fils d'ayatollah, très impliqué dans les institutions, qui a été le promoteur des films de guerre, a protégé ces types ensuite. Pour leur dire, bon, faites pas de bêtises, mais allez-y, allez-y. Et donc, ils ont permis de faire des films comme cela, qui ont été évidemment interdits, mais exportés clandestinement et obtenir des prix à Cannes ou ailleurs. Et donc ce système-là s'est maintenu. Et donc les cinéastes iraniens ont continué ainsi cette longue tradition de montrer la société iranienne telle qu'elle était, avec tous les films que l'on a, Kiarostami étant la vedette à ce niveau-là, mais aussi comment ces films ont pu rester en Iran. Kiarostami n'a pas été mis en prison. Il y a un rapport de force qui s'établit. Alors certains ont été partis en prison, sont interdits de tourner, tout ça on le sait, mais concrètement, ils continuent de travailler. Parce que, comme on dit souvent, en Iran, il y a liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté après l'expression. C'est-à-dire, faites ce que vous voulez, vous pouvez le faire, faites votre film. Et puis une fois qu'il est fait, monsieur, je suis désolé, mais votre film est mauvais, on le met au trou, et puis vous, pour avoir fait ce que vous avez fait, vous devez évidemment être interdit de séjour, etc. Le cinéma iranien montre très bien donc cette dynamique qu'il y a dans une société iranienne, qui n'est pas une société californienne, non, une société qui est au contraire des intellectuels qui sont proches de la population, qui sortent du terrain. Ils sont sortis de la guerre Irak-Iran, c'était pas facile. Mais ils ont réussi à transcender cela et à l'adapter à des dynamiques contemporaines. Et c'est en cela que le cinéma iranien est un cinéma très intéressant, parce que justement, il montre une dynamique d'intellectuels, d'artistes, etc., qui bagarrent malgré la situation très difficile, mais qui réussissent quand même à s'exprimer parce qu'ils trouvent dans le système aussi des protecteurs. Et c'est là que l'Iran est un pays passionnant, parce qu'il y a à la fois des gens qui censurent, mais le fils du censeur est le chargé de la liberté. Alors ça pose des problèmes dans la famille, mais concrètement, on réussit à trouver des failles. Fariba Adelka a été condamné à 10 ans de prison, mais on sait très bien qu'il y a dans le système des gens qui ont dit, écoutez, ça ne sert à rien que cette fille en prison, c'est une mauvaise image pour l'Iran, et on finit par la mettre dans une autre prison et la faire sortir avec un bracelet électronique. Ce n'est pas l'idéal. Et on espère que ce conflit va trouver une solution positive. Mais ça montre bien le drame iranien, où il y a une ligne rouge qui a été effacée. Et on ne sait pas où est la ligne rouge. Et c'est ça la difficulté, et aussi l'aspect passionnant qu'il y a à travailler sur l'Iran. Alors, il y a aussi je reviens sur le cinéma, des producteurs comme Jafar Panahi qui trouvent des techniques de film, comme dans Taxi Téhéran, tout à fait astucieuses pour filmer malgré l'interdiction de produire. Donc, c'est un film qui a été tourné entièrement dans un taxi de manière clandestine. Taxis qui font partie du patrimoine de la ville, d'une certaine manière. Absolument. On peut noter aussi le rôle de la diaspora, qui ne subit pas les mêmes contraintes en termes de censure, etc. Je pense à Téhéran Tabou de Alice Ouzandeh, qui démontre un petit peu les difficultés de vivre son désir, la sexualité, les difficultés à l'avortement de la jeunesse iranienne, et qui montre aussi les fêtes clandestines. Voilà, donc un film d'animation qu'on vous conseille. Ça me permet de faire la transition vers la question suivante qui concerne les jeunes Iraniens, éventuellement téhéranais, mais surtout téhéranais. Donc cette jeunesse iranienne qui a des difficultés à vivre son désir. Donc voilà, j'aimerais avoir votre vision sur la place du désir et de l'amour dans l'espace public, et à quoi ça ressemble d'être un jeune, et a fortiori un jeune amoureux, à Téhéran en 2020.
Alors, à mon âge, je n'ai pas cette expérience. Je l'ai eue quand j'avais 22 ans à Téhéran. Effectivement, c'est assez différent. Mais je suis frappé que le vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui en France concernant les jeunes et le Covid, l'interdiction d'aller dans des bars, et ce qu'on a à Téhéran. Les mots sont les mêmes. Je suis jeune, j'ai envie d'aller avec des copains boire un pot à 10h du soir, on m'interdit d'aller au cinéma, de faire une fête, etc. C'est exactement le même, avec des proportions tout à fait différentes, bien évidemment. Mais ça, c'est légitime. Et là, il n'y a rien à dire. Tout ce qui était fait dans le film Tabou de Téhéran montre une réalité d'un pays confronté à cette censure, etc. C'est hélas quelque chose d'extrêmement banal. La différence, c'est qu'en Iran, il y a justement une société qui essaie d'avancer de ce point de vue-là. Je vous le disais tout à l'heure, il y a des gens qui censurent, et dans la même famille, il y a des gens qui cherchent la solution pour aller plus loin. Alors, le problème, ce n'est pas les jeunes en Iran. Les jeunes Iraniens sont comme les autres, ils font ce qu'ils peuvent, et dans les beaux quartiers de Téhéran, on se débrouille, ne vous inquiétez pas, l'alcool coule à flot à Téhéran, on fait ce qu'on veut à Téhéran, dans certains milieux. Mais l'Iran, c'est un pays de 83 millions d'habitants, 2,5 fois comme la France. Et quand vous êtes même à Ispahan, à Kashan, à Kerman, dans d'autres, même grandes villes d'Iran, les rapports de force ne sont pas du tout les mêmes. Et les jeunes ou moins jeunes de ces villes-là sont soumis à un contrôle social bien plus fort que le contrôle policier. Ce n'est pas la police qui est un problème, c'est un problème aussi. C'est le contrôle social. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes une femme, vous promener n'importe comment dans les rues de Kashan ou d'Ispahan. Ce n'est pas possible sociologiquement, alors qu'à Téhéran, on peut faire ce qu'on veut presque. Donc, il y a ce rapport de force permanent en Iran entre les deux choses. Et ce qui est important, c'est que ce qui est le plus crucial aujourd'hui en Iran, ce ne sont pas les jeunes de moins de 20 ans, qui ont une sociologie banale, si vous voulez. Ce sont les adultes de 25, 30 ans à 50 ans. J'en ai après la Révolution, qui sont les générations les plus nombreuses en Iran. Pourquoi ? Parce que la chute de la fécondité depuis 1986 fait qu'aujourd'hui, les Iraniennes ont moins de 2 enfants par femme. Autrement dit, les moins de 20 ans sont très peu nombreux. La pyramide des âges est étroite. Les plus nombreux, c'est quand leurs parents avaient encore 6 enfants par femme, ceux qui sont entre 30 et 50 ans, qui sont de jeunes adultes, qui voudraient se marier ou sont mariés, mais sont au chômage, ne peuvent pas acheter une voiture, ne peuvent pas se marier peut-être parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, et sont confrontés, parce qu'eux sont ingénieurs, à la volonté d'ouverture. Mais ils sont qui ces gens-là ? Cette nouvelle bourgeoisie moyenne, et ce sont les fils de la Révolution. Et s'ils ont réussi à avoir un diplôme d'ingénieur, c'est parce que leur papa était ancien combattant, qu'il a obtenu une bourse d'ancien combattant, et que ses enfants ont pu avoir une bourse pour aller à l'étude. Donc, je ne suis pas d'accord avec mon père, mais c'est grâce à mon père que j'ai pu faire des études. Aujourd'hui, je veux faire autre chose, et je suis un peu bloqué. Et cette schizophrénie iranienne, elle n'est pas politique et idéologique, on la trouve partout, mais elle est maintenant, et c'est ça qui est important, dans cette nouvelle classe moyenne qui est la plus nombreuse, qui est islamique comme tout le monde, qui est ingénieur aussi, qui ne veut pas se couper de tradition, mais qui veut vivre au XXIe siècle. Et on a là une dynamique de force, je ne dis pas de révolution, d'un changement profond, qui est le même qu'on a trouvé en 78-79, à l'époque du Shah, où effectivement, à l'époque, la société iranienne, une nouvelle bourgeoisie, fille du Shah, qui voulait s'émanciper, on disait au Shah, « Monseigneur, donnez-nous un peu de liberté ». Le Shah dit, « Si vous faites de la liberté, vous serez communiste. » Donc pas de liberté. Résultat, ça a explosé. Les intellectuels de gauche, de droite, les islamiques, les religieux sont tous unis pour dire au Shah, « Merci Majesté, vous devez partir ». Et il est parti. Aujourd'hui, on a une nouvelle sociologie iranienne, donc ce n'est pas les jeunes qu'il faut voir, ce sont les jeunes adultes, mais malheureusement, Fariba Adelkhah, par exemple, qui travaille sur ce genre de sujet, bien, elle est en prison, donc on ne saura pas exactement comment ça marche. C'est notre débat. Merci beaucoup. Alors, pour conclure, est-ce que vous pourriez nous conseiller 3 livres, que ce soit des livres académiques, des romans, toute époque confondue, qui vous ont marqué ou vous semblent essentiels pour mieux comprendre l'Iran ? Un piège. 3 livres. Il fallait bien une question piège tout de même. Oui. Bon, il faut d'abord connaître des choses de base. Alors, à tout notre honneur, j'ai écrit avec mes amis Yann Richard et Jean-Pierre Digard un bouquin sur l'Iran au XXe siècle. C'est un bouquin de cours scolaire, mais il faut au moins avoir le b.a.-ba de ça. Alors, il faut lire ça par cœur. Bon, première chose. Deuxièmement, il faut lire des ouvrages de littérature persane. Bon, il y a beaucoup actuellement de très bonnes traductions de romans iraniens de littérature contemporaine qu'il faut lire. C'est facile à lire, c'est des bouquins pas très gros en général, qui montrent la société iranienne contemporaine dans ses différents aspects. Et donc là, je n'ai pas de titre en tête, mais il y en a un très grand nombre. Troisièmement, peut-être voir un livre sur... je dirais un livre de photos sur l'Iran. Des livres de photos, des beaux livres de photos, ça ne manque pas,
parce que c'est beau. Les Iraniens sont fiers de cette beauté, des paysages, des choses. Et donc, oui, regardez un livre de photos sur l'Iran, pas forcément les grands monuments, mais les petites choses. Et ça vous donnera l'idée d'un pays très, très fort, très puissant, qui a une forte identité, et qui a envie de bouger, qui a envie d'avancer, mais pas à n'importe quel prix, en essayant de trouver une synthèse illusoire. Mais les Iraniens ont fait cette expérience. C'est le premier pays à avoir l'expérience de l'islam politique. Ils ont 40 ans d'expérience. Seul pays au monde. Le Pakistan, c'est différent. Le Nouakchott, c'est différent, la Mauritanie. L'Iran est un pays moderne qui a reçu sur la tête l'islam politique pendant 40 ans. Ils savent comment ça marche. Ils sont capables de traduire leur expérience. Et à côté, on a une population qui a la médaille Fields des mathématiques et qui est capable de faire une bombe atomique ou d'envoyer une fusée dans l'espace. C'est pas rien. Et puis, on a une société qui a une culture extrêmement originale entre le monde arabe et le monde turc. Et donc, tout ça fait que c'est un pays fou mais génial. Merci beaucoup.